Bonjour. Nous allons dans cette seconde vidéo vous présenter le corps ainsi que ses éléments présents dans celui-ci. En clair, ce dont il est composé: la peau, les membres, les articulations, les os, le sang, etc. Ce seront les parties du corps humain et bien entendu, elles peuvent s'appliquer aux animaux ou à défaut, nous l'indiquerons. Nous vous montrerons presque tous les lexèmes recensés, objectivement ou par convention, ainsi que les variantes les plus fréquentes. Et elles seront numérotées comme les exemples des grammaires de l'Ancien Empire ou de la période saïte pour noter les exemples. Commençons par le corps lui-même qui se dit jet. C'est le corps en général. Ce terme ne désigne pas le corps en putréfaction ou en tant que synonyme de cadavre. Rien de particulier concernant les graphies, mis à part la troisième graphie à l'Ancien Empire, qui est dépourvue du T, ou si vous préférez la deuxième variante. Il existe une désignation pour nommer le côté du corps humain, qui n'est connu que dès la 15e dynastie, et par évidence, la désignation des deux côtés qui est désignée par le duel. Ce sont bien entendu les graphies les plus fréquentes. En dehors de cette désignation médicale, il existe le terme guess, qui signifie simplement le côté de tout ce qui peut exister, comme les choses concrètes ou abstraites, avec une autre traduction comme la moitié. Il a été présenté par exemple dans la vidéo 28 pour l'équivalent de la moitié ou et demi pour les fractions, celle qui est dans la playlist de la grammaire du Moyen Empire. Et oui, on expliquera volontiers les diverses attestations, leurs emplois et correspondances au fur et à mesure. Pour ce qui est des parties du corps humain et animal, nous allons vous montrer plus de 350 lexèmes recensés. Combien ? 350 parties du corps ? Bien sûr que non. Ce sont les termes attestés pour toutes les époques. Il n'y a pas 350 parties du corps qui vont être présentées, mais bien des différences au fil des époques. Cela aurait été trop simple de mettre tout le vocabulaire avec une musique et à la fin les nouveaux hiéroglyphes. Non, on va pas faire ça. On n'est pas comme ça. Sinon on n'aurait pas clé le travail. Et puis mettre tous les termes égyptiens ensemble dans un même vocabulaire ou dictionnaire de toutes les époques, c'est un grand bazar. Il existe des dictionnaires qui font ce genre de gloubi-boulga, comme celui de Wallis Budge, et un autre dictionnaire d'aujourd'hui qui n'est pas considéré pour nous comme un bon ami, mais pour s'amuser ou découvrir les hiéroglyphes, sans entrer dans le véritable vocabulaire pour les études d'égyptologie. Notre chaîne ne mélange pas les époques où le mot est attesté, mais bien différencié par chacune d'elles, comme la géographie. Imaginez que vous achetiez un dictionnaire français qui regroupe tous les termes sur plus de 2000 ans. Ceux qui habitaient au Moyen-Âge regardaient un film en mangeant un hot dog plein de ketchup. C'est anachronique. Un peu comme dans le film français Les Visiteurs d'ailleurs. Restons dans notre chaîne sérieuse sur l'écriture des anciens Égyptiens et leur histoire. Et puis, il y a une autre solution. Vous coupez le son de la vidéo et vous la mettez en accéléré. Parce que ce sera surtout du bla 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 bla, comme maintenant. Cela me rappelle lors des conférences ou des réunions soporifiques, où l'on parle davantage que l'on ne montre des supports écrits ou vidéo. Mais ce sera pour nous moins d'explications pour les futures vidéos avec ce nouveau vocabulaire. Et de l'avance sur l'écriture gréco-romaine avec ses nouveaux hiéroglyphes et leurs valeurs phonétiques, acrophoniques et cryptographiques, et les valeurs déterminatives. On se répète ? C'est possible. Mais quiconque tombera sur cette vidéo au hasard ne le pensera pas ainsi. Continuons donc cette vidéo avec le numéro 3. Le corps est recouvert de peau, c'est évident. Nous avons le terme inem. À la basse époque, nous avons le hiéroglyphe T35
pour la phonétique bilitaire nem, comme à l'Ancien Empire. Nous avons parlé de cet état de constatation des similitudes entre ces deux périodes au cours de la playlist de la grammaire de la période saïte. À noter également qu'à la basse époque, on trouve le déterminatif D3A, qui n'est qu'une variante du D3, comme à la période gréco-romaine. C'est également un nouveau hiéroglyphe, qui fera suite aux différentes variantes du F51 vu précédemment. De plus, la valeur im est, semble-t-il, un abrégé comme à la période gréco-romaine. Et à la période gréco-romaine, la valeur bilitaire in, qui est notée dans la troisième variante, peut être représentée par le K11, identifié au Disticus niloticus. Un poisson, hein. Ce poisson, le K11, c'est un nouveau hiéroglyphe. Autre point intéressant. L'avant-dernière variante gréco-romaine est notée en valeur acrophonique que l'on a vue pour le néo-égyptien. Au cours de la vidéo 74, à partir de 5 minutes 29, et dans notre variante, le O28 correspond au bilitaire in. Mais le O28 peut aussi être la valeur unilitaire i. Il est donc possible d'avoir deux translittérations. Le signe AA56, qui est après le Z1, est également un nouveau hiéroglyphe, qui demeure inexpliqué, comme les hiéroglyphes de la catégorie AA. Il représente l'unilitaire M. Lorsque l'on parlera de la grammaire et des graphies à la période gréco-romaine, on retrouvera ce hiéroglyphe AA56, par exemple. D'ailleurs, ce sera une nouvelle playlist, mais pas pour tout de suite. Et ainsi, vous pourrez traduire vos propres textes, quelle que soit la période de l'Égypte ancienne. Et dans ce genre de vidéo, on apprend des nouveaux hiéroglyphes et leurs valeurs en présentant des exemples, et cela s'applique à toutes les langues, notées avec des signes à la place des lettres. C'est comme ça que l'on voit les choses. Continuons cette vidéo. Passons au numéro 4, à la page suivante. Le terme suivant, chéni, signifie les poils, les cheveux et les cils. Il est rarement employé au singulier. Les poils peuvent s'appliquer également aux animaux et même pour les plantes. Mais ceci, c'est juste pour l'info. Les graphies peuvent se noter alternativement au singulier comme au pluriel, mais il est considéré comme un singulier et ce terme peut s'écrire de diverses graphies et translittérations. Nous avons indiqué la translittération pour les variantes, mais vous pouvez trouver le premier chéni, avec un Y, par convention pour toutes les périodes. Nous avons aussi trois nouveaux hiéroglyphes. En premier, le V49, dans la quatrième graphie au Nouvel Empire, qui est composé du signe supérieur, le V7, et du signe inférieur, le N89. Ces deux signes donnent la valeur bilitaire chêne. Le N89, en tant que nouveau hiéroglyphe, ne doit pas être confondu avec le V9, qui exprimerait le nombre 10 millions. Ce N89 représente un circuit, une circonférence, ou une révolution, comme le Soleil ou la Lune par exemple. Et ce N89 est utilisé dans la deuxième graphie gréco-romaine. Le V49A, dans la graphie de la basse époque, est une variante du V49, simplifiée par un trait horizontal en bas à la place du N89. Il nous reste le T23. Nous le connaissons en tant que variante du T22, avec le bilitaire sen. Le V49 et le V49A sont issus du hiératique, et le T23 lui ressemblant également, il a pris la valeur supplémentaire en bilitaire chêne. Cela fait beaucoup d'informations, parce que l'on vous montre les graphies tardives, et il faut aussi se rappeler des valeurs des précédents hiéroglyphes, depuis le début de cette chaîne, et on se doit de les expliquer en cette occasion pour gagner du temps plus tard, si on les rencontre à nouveau. Voyons comment se dit le membre, qu'il soit supérieur ou inférieur. Il se dit at. À partir du Moyen Empire, il peut être noté en idée avec le F51 et le Z1. Et dès le Nouvel Empire, au pluriel,
on trouve l'abrégé en AU, mais uniquement au pluriel. Ne pas oublier que les graphies notées au pluriel sont les plus fréquentes. Juste pour information, à partir de la période gréco-romaine, le terme hâte peut désigner une partie d'une plante sans désignation particulière. Donc on le traduit par partie. Nous avons également une autre équivalence pour le pluriel avec une traduction pour le corps dans cette circonstance. Une autre possibilité dans le même contexte se traduit par l'échère, ce qui lui donne un aspect plus littéraire ou poétique. Le terme peut se noter au singulier dans les graphies à l'Ancien Empire, par exemple, mais le contexte reste un pluriel. On ne traduira pas par un membre ou le membre. C'est pour cette raison que le W du pluriel est noté entre parenthèses dans la translittération. Il existe également l'idée des 3 F51, par exemple en variante, comme la dernière du Nouvel Empire. Enfin, à la période gréco-romaine, la valeur bilitaire A peut être notée par le hiéroglyphe P6 qui représente le mât. On le retrouvera plus tard dans un terme pour désigner les jambes. Passons maintenant à la prochaine page. Le terme suivant se traduit par la chair, au singulier, dans le sens général du terme. Nous avons vu au cours des grammaires qu'il se traduit également par la viande que l'on mange. Mais ceci est hors concours. Concernant les parties du corps, on n'est pas ici pour manger. On verra ça plus tard dans les prochains textes des pyramides, si ça vous intéresse. Ce terme peut également se traduire par les muscles, puisqu'ils sont constitués de chair. En tout cas, c'est la perspective des anciens Égyptiens. Et le contexte peut s'apprêter à traduire différemment. Il n'y a aucune différence entre les graphies notées au singulier et au pluriel. Le terme est collectif. Et le F51, ou ses variantes, donne le trinitaire Youf, tel qu'il a été expliqué dans la vidéo numéro 2 de la chaîne. La translittération avec le W entre parenthèses n'est pas obligatoire. C'est juste une autre manière de l'écrire. Car à l'Ancien Empire, il n'est pas écrit, mais par déduction des textes postérieurs, il avait la même prononciation à la place de if. Et la dernière variante gréco-romaine indique le déterminatif qui transmet également sa valeur phonétique. En ancien égyptien, il existe un terme général avec plusieurs traductions possibles. C'est donc selon le contexte que l'on pourra apporter une traduction adéquate. Ce lexème, c'est Met. On le trouve principalement dans les traités médicaux, mais il se doit d'être connu également. C'est dans le contexte de la circulation sanguine, le vaisseau, la veine, le canal, l'artère. Nous faisons bien la différence aujourd'hui entre tous ces termes. Il ne faut pas l'oublier. Et il peut être traduit également par le muscle dans certains cas. Pour ce terme Met, il n'est connu que dès le Moyen Empire. Les diverses graphies ne sont pas exceptionnelles pour le néo-égyptien. Mis à part le hiéroglyphe T14, répété 2 fois, qui renforce le bilitaire Met. Exemple pour la 2e et 3e graphie. Dû à la confusion avec le nom ou le verbe metter, qui s'écrit également avec le T14, dans le sens du témoignage ou de la précision. Et encore, ce T14 est une variante graphique du D50. Ouh là là, ça fait trop d'informations, on sort du contexte. Mais ce n'est pas exceptionnel, sachez-le. Enfin, les graphies à la période gréco-romaine peuvent être dotées du signe Z7 sans apporter la phonétique OU. C'est juste rajouté dans les graphies comme au néo-égyptien. En parlant de la circulation sanguine citée précédemment, nous allons voir les différents lexèmes pour désigner le sang. Le premier se dit sénef, et il peut s'écrire de la même graphie de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Il peut s'écrire en masculin comme au pluriel, et c'est un collectif.
à savoir qu'il désigne uniquement le sang des animaux dans les textes des pyramides. Le déterminatif de la deuxième graphie à l'Ancien Empire, inconnu du J-Sèche, a été présenté dans la vidéo numéro 204, dans la note numéro 27. Le déterminatif dans la deuxième graphie de la basse époque et dans la dernière graphie de la période gréco-romaine est le D26A. C'est un nouveau hiéroglyphe, et c'est une variante graphique du D26, ainsi que le D26B dans la quatrième graphie gréco-romaine. Les valeurs unilitaires du N et du F ont déjà été expliquées pour la dernière graphie gréco-romaine par acrophonie. Continuons les désignations du sang à la page suivante. Le numéro 10, Tchérou, traduit également le sang. On a vu que le terme Sénèf désignait le sang des animaux dans les textes des pyramides. Pour désigner le sang humain et divin, le terme sera Tchérou, toujours dans les textes des pyramides. Ici, pas de nouveau hiéroglyphe. Il est intéressant de noter que la palette de Scribe peut translittérer le trilitère Tchérou dès l'Ancien Empire et plus tard Térou, par évolution phonétique. La deuxième graphie pour la basse époque a été présentée dans la vidéo 186 dans la playlist de la grammaire saïte. Et à partir du Nouvel Empire, nous avons une évolution du tche en te qui devient Térou, comme expliqué précédemment. Et dès la période gréco-romaine, le mot a subi une métathèse, c'est-à-dire une inversion des signes en outer. Enfin, le troisième terme le plus répandu pour désigner le sang est déchérou. C'est davantage une désignation en valeur d'épithète, puisque littéralement cela signifie le rouge, de l'adjectif déchère qui correspond à la couleur rouge. Nous verrons dans la suite des textes des pyramides d'autres déterminatifs pour la désignation du sang déchérant. Nous ne les mettrons pas ici, vous les aurez plus tard. Et également l'évolution du D en T pour Téchérou à la période gréco-romaine. Maintenant, on va parler des os et des articulations. Le terme pour traduire les os est kes. Il traduit également l'arête pour les poissons. C'est au singulier. Au pluriel à l'Ancien Empire, on trouve régulièrement le simple signe triplé, dont la deuxième graphie est notée par le T19B, qui n'est qu'une variante du T19. Au Nouvel Empire, il peut y avoir un A pour la dernière graphie, mais rappelons-le, c'est du néo-égyptien, et on ne le prononce pas. À la période gréco-romaine, la dernière graphie est notée avec le A38, qui est utilisé pour noter la ville de Kusaé principalement. Les variantes phonétiques de la ville Kis, en translittération, ont donné le bilitaire Kes. Les termes que nous allons voir maintenant pour terminer cette vidéo sont plus du ressort anatomique des textes médicaux des anciens Égyptiens. Le tissu dans les os s'appelle la moelle osseuse. Il n'est mentionné que dès la deuxième période intermédiaire et il se dit thébène. Il est connu jusqu'à la 18e dynastie et ensuite il n'est attesté qu'à la période gréco-romaine. Il peut être noté au singulier comme au pluriel. Le deuxième signe pour la graphie gréco-romaine est le R7. Il se translittère snetcher ou bas, ce qui a donné par acrophonie le B. Le cartilage recouvre la surface des os aux articulations. Le terme suivant, amat, peut désigner à la fois l'articulation ou le cartilage, mais également la racine dentaire. Il peut être traduit également par la jonction ou la jointure, selon les traductions qui peuvent être employées. Il est également connu de la deuxième période intermédiaire et à la 18e et à la 19e dynastie. Le déterminatif D40, exprimant une force ou un effort, a bien été choisi par les Égyptiens pour cette résistance du cartilage. Continuons ces articulations à la page suivante et terminons par la viscère.
À la 19e dynastie, il existe le terme ra'at qui désigne l'articulation ou la jointure uniquement. Littéralement, on pourrait traduire par l'ouverture du membre, comme si les deux membres ne formaient qu'un seul. Mais cette traduction littérale reste encore sujette à discussion. Les ligaments relient le cartilage à l'os et les tendons sont les muscles qui s'insèrent sur l'os. Le terme wab traduit les racines, les jointures et les ligaments. Il ne faut pas oublier que si le médecin égyptien voulait exprimer les différences entre ces termes, il ne va pas écrire le même mot plusieurs fois dans son traité. C'est par déduction et analyse médicale qu'il est possible de faire la différence dans les traductions. Connu dès le Moyen Empire, il peut être abrégé dès la période gréco-romaine en oub. Le terme wab est noté avec le déterminatif des plantes. Sa première traduction est simplement la racine d'une plante, d'où le déterminatif qui lui est resté fréquemment à la place du F51. On reverra ce terme dans une autre vidéo. Voyons maintenant le terme pour les tendons et les ligaments rouge. C'est intéressant puisque ce terme est connu dès l'Ancien Empire. À défaut du déterminatif F51B dans la graphie du Moyen Empire, le terme signifie la corde d'arc, tel que nous l'avons découvert dans les textes des pyramides au cours des vidéos 221 et 222 pour celles et ceux qui regardent les vidéos dans l'ordre ou qui sont tombés dessus par hasard. Au Moyen et au Nouvel Empire, on trouve fréquemment roud et en écriture régulière avec simplement le R et le D comme à la période gréco-romaine. La corde d'arc T12 sert de déterminatif et également de complément phonétique même avant la période gréco-romaine. La variante à l'Ancien Empire, le T67, qui est un nouveau hiéroglyphe, est une variante graphique du T12 pour la corde d'arc, mais également une variante du S23 qui donne par acrophonie les bilitaires DEM et TEM à la période gréco-romaine. Mais ceci est juste une information. Ils ne sont pas présentés ici. Il existe néanmoins, d'après les textes médicaux, une traduction pour désigner les tendons et uniquement au pluriel. Ce terme est idou et il est devenu idérou à la 18e dynastie. Et enfin, pour terminer cette longue vidéo, nous avons le mot haïs qui traduit la viscère. Ce terme désigne toutes les viscères du corps. La désignation des viscères pour les entrailles ou les viscères de l'abdomen se traduit autrement, on le verra plus tard, ainsi qu'une autre partie du corps humain avec le terme haïs qui est présenté ici. Le terme a évolué au cours de la deuxième période intermédiaire quand il commence à apparaître. On trouve les variantes en as et is. Au Nouvel Empire, on le trouve fréquemment en assa, mais les écritures à la 18e dynastie se rencontrent comme à la deuxième période intermédiaire. Et le terme est également connu à la basse époque. Vidéo terminée. Pour conclure, peu de graphie et beaucoup de blabla. Et les autres vidéos seront du même acabit. Alors, si ça vous intéresse, écoutez-nous ou alors passez à autre chose. Allez, sur ce, à bientôt, peut-être.